Aujourd'hui, pour enquêter sur les mystères qui entourent la mort dans l'Égypte antique, je vais découvrir des temples, des sépultures et des momies. Comment les Égyptiens préparaient-ils les morts pour le voyage dans l'au-delà? Et pourquoi ces pratiques rituelles ont-elles disparu? Pour répondre à ces questions, je visiterai des tombeaux dans la vallée des rois et sous les pyramides de Gizeh. Je creuserai la terre pour extraire le minerai nécessaire à la préservation des cadavres. Je traverserai le désert occidental pour découvrir les tombes cachées qui abritent des milliers de momies dorées. Je veux voir la momie. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. En février 2006, un archéologue américain fait une découverte sensationnelle. La première tombe trouvée dans la vallée des rois depuis celle de Toutankhamon en 1922. Quand mon ami, le professeur Zahi Hawass, annonça la nouvelle, les agences de presse du monde entier se pressaient autour de lui. Cette découverte incroyable allait-elle apporter un nouvel éclairage sur les secrets de l'au-delà égyptien? On dit toujours qu'on ne sait jamais quel secret se cache sous les sables d'Égypte. C'est vrai. En ce moment même, je suis incapable de vous dire quel secret s'y cache. À l'époque, j'étais à New York quand je reçus un message urgent de Zahi. Josh, tu devrais tout de suite quitter les États-Unis et venir voir cette découverte extraordinaire. Il faut que tu te dépêches. C'est génial, non? Une découverte majeure dans la vallée des rois et je reçois une invitation personnelle du professeur Zahi Hawass. Je suis Josh Bernstein et je crois qu'on a un avion à prendre. Ma première visite en arrivant au Caire sera pour le professeur Zahi Hawass. Il est directeur des antiquités égyptiennes. Josh, bonjour. Professeur, j'ai eu votre message. Tu es revenu, c'est bien. Oui, c'est passionnant, il se passe des choses ici, hein? Tu sais, Josh, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on pensait que la vallée des rois ne nous révélerait plus aucun secret. Zahi m'explique que la découverte de la nouvelle tombe a suscité un formidable intérêt, mais les fouilles viennent à peine de commencer. En fait, je suis venu ici pour comprendre les mystères de la mort et de la conception de l'au-delà chez les Égyptiens. Si je veux enquêter sur l'au-delà, je sais que la vallée des rois, c'est l'endroit idéal. Mais est-ce qu'il y a un endroit en particulier que je devrais voir? Je te conseillerais d'aller jeter un coup d'œil sur KV9. Ce tombeau répondra à toutes tes questions sur l'idée que se faisaient les anciens Égyptiens de la vie après la mort. KV9, c'est le tombeau du pharaon Ramsès VI, qui a régné sur l'Égypte vers la fin du Nouvel Empire, pendant la 20e dynastie, à une époque considérée comme l'apogée de la civilisation égyptienne. L'une des plus grandes réalisations de Ramsès VI fut la sépulture grandiose qu'il construisit afin d'accueillir son corps momifié. Qu'est-ce que sa tombe peut m'apprendre des croyances religieuses des anciens Égyptiens? Et comment les pratiques funéraires ont-elles évolué avant et après le règne de ce pharaon? Je me dirige vers la fameuse vallée des rois à 700 km au sud du Caire. C'est là que pendant longtemps furent préservés les secrets de la vie des antiques pharaons. Mon ami, l'égyptologue Ted Brock, a travaillé pendant 25 ans sur la restauration de KV9. Il connaît donc parfaitement l'endroit. Josh, Je suis content de te voir. Moi aussi. L'accès est interdit à la plupart des gens. Mais Ted a obtenu les autorisations nécessaires pour me faire une visite privée. La tombe de Ramsès VI illustre parfaitement les croyances religieuses à l'époque du Nouvel Empire. Les deux figures centrales de la mythologie égyptienne, Ra, le dieu solaire, et Osiris, le dieu des morts, apparaissent sur les bas-reliefs. On voit ici le pharaon lui-même qui entre dans sa tombe. Et il va à la rencontre du dieu du soleil et d'Osiris qui lui souhaite la bienvenue. Ce qu'on voit, c'est les présentations. Oui, c'est ça. Le pharaon qui vient de mourir rencontre les dieux des morts, en gros. Il rencontre les dieux.
Les murs couverts de hiéroglyphes donnent une image précise de la vie après la mort telle que l'imaginaient les anciens Égyptiens. Ça nous amène ensuite ici, au panneau du jugement d'Osiris. Les rites du passage dans le monde de l'au-delà sont gravés sur le mur. Ici, le cœur du pharaon est pesé sur une balance. Dans l'autre plateau, le symbole de la vérité, représenté sous la forme d'une plume. Les Égyptiens croyaient qu'un cœur pur en équilibre avec la vérité était nécessaire pour accéder à l'au-delà. Et si les deux s'équilibraient, alors le défunt pouvait savourer une autre vie après la mort. Et sinon, alors il mourrait une deuxième fois, définitivement. C'est tout. Il n'avait pas la possibilité de vivre après la mort. C'était fini. C'était quitte ou double. parce qu'autrefois, les mères égyptiennes disaient à leur fils un truc du genre tu as intérêt à bien te tenir, sinon quand tu rencontreras Osiris, ton cœur ne pèsera pas le bon poids. Oui, je suis sûr que ça devait être un bon motif pour bien se conduire dans la vie. À mesure que nous nous enfonçons dans la sépulture, les hiéroglyphes gravés sur les murs décrivent notre descente. Le tombeau reflète le passage du pharaon dans l'autre monde. La descente est de plus en plus raide et les passages de plus en plus étroits, à l'image du voyage physique et spirituel que le pharaon devait entreprendre avant d'atteindre sa destination finale. Et voici la chambre funéraire avec le grand sarcophage. Tout en bas de la rampe apparaît la chambre funéraire proprement dite, où se trouve le sarcophage de Ramsès VI. La momie a été volée depuis longtemps, mais la pièce a conservé ses magnifiques hiéroglyphes. Quels hiéroglyphes? Oui, les murs tout entiers et le plafond sont couverts de scènes différentes. Regarde-moi ce plafond. Ce sont des représentations du ciel étoilé. Le ciel était au centre des croyances des Égyptiens. Pendant la nuit, Ra, le dieu du soleil, pénétrait dans le néant et guidait les pharaons dans leur voyage vers l'au-delà. Ici, en gros, c'est le moment où on le voit renaître et où il commence son voyage éternel avec le soleil. C'est ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est incroyable. Je veux dire, tout ce qu'on voit ici, c'est ou bien une description, ou bien un mode d'emploi, ou bien un éloge de la vie dans l'au-delà. C'est vrai. Ce qui m'impressionne, et je crois que ça n'échapperait à personne, c'est la complexité et la richesse de cette conception de la vie après la mort. Ce tombeau tout entier, cette descente sur plusieurs niveaux vers le monde souterrain, c'est comme un manuel de ce qui nous arrive après la mort. Oui, c'est très élaboré. C'est ce qu'on trouve de plus élaboré comme idée du monde souterrain et d'une vie après la mort. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a commencé de manière bien plus simple. À l'époque de Ramsès VI, les croyances religieuses des Égyptiens étaient devenues d'une extrême complexité. Mais au cœur de leur système de pensée, il y avait un élément qui n'avait jamais changé. La préservation des corps. Je vais observer l'une des plus anciennes momies du monde et je vais découvrir le minerai secret qui a permis de momifier les corps. J'essaie de comprendre quelle idée de l'au-delà se faisaient les Égyptiens. J'ai vu le tombeau somptueux bâti pour protéger la dépouille d'un pharaon. Et j'ai beaucoup appris sur les rites qui entouraient le dernier voyage physique et spirituel des souverains égyptiens. Mais pourquoi leur corps était-il momifié? Et quand la momification a-t-elle été mise au cœur des rites funéraires? Pour mieux comprendre les origines de la momification, je retrouve mon ami Salima Ikram, professeur à l'université américaine du Caire. Une première réponse m'est donnée juste au bord de la route, à la sortie de Gizeh. Salima veut me montrer quelque chose. C'est sans doute la vue des cadavres d'animaux comme cette carcasse de cheval desséché qui a inspiré l'idée des momies. Oh, ne restez pas là. D'après elle, ce cheval est là depuis des semaines.
Mais c'est seulement maintenant que la carcasse commence à se décomposer. Nous pensons que c'est une des raisons pour lesquelles les Égyptiens ont inventé la momification. Parce qu'ils ont vu des animaux morts dans le désert, qu'ils étaient bien conservés, ils ont décidé d'appliquer ça aux humains. Ils les ont enterrés dans le sable, qui agit comme un dessiccateur, fait... Ça retire toute l'humidité et on finit avec des os et un peu de chair par-dessus. Selon les experts, les Égyptiens auraient commencé à enterrer leurs morts dans le sable à peu près 3300 ans avant notre ère. Les Égyptiens ont enseveli leurs morts dans le désert pendant des siècles, jusqu'à ce qu'ils découvrent un minerai qui préservait les corps encore mieux que le sable, le natron. On trouve du natron en bordure du désert, à mi-chemin entre le Caire et Alexandrie, à un endroit qui a donné son nom à ce carbonate, Wadi al-Natroun. Nous partons donc pour Wadi al-Natroun, à 80 km au nord-ouest du Caire. Nous nous arrêtons près du lac Al-Amra. Comme au bord de la mer Morte, une croûte de sel et de minéraux entoure le rivage de cette étendue d'eau extrêmement salée. Ce sont les minéraux en suspension qui lui donnent sa couleur rouge. Nous sommes venus ici pour ramasser du natron au bord du lac, comme le firent les premiers Égyptiens il y a 5000 ans. Ça n'a pas l'air aussi lourd que la mer Morte, mais ça y ressemble beaucoup avec cette croûte au bord. Et ça, ce truc, c'est du natron? C'est salé. C'est normal. Le natron, c'est du sel? En gros, c'est un mélange de sel et de bicarbonate de soude. Alors, quand les gens voulaient ramasser du natron, ils venaient ici au bord de l'eau? Non, parce qu'il est mouillé et gluant. Alors, c'est très lourd. Ce qu'on veut, c'est la croûte sèche. Et ça se trouve là-bas. Le natron est un minerai rare, qu'on trouve dans peu d'endroits sur Terre. Mais pour les premiers Égyptiens qui venaient de la vallée du Nil montés sur des ânes, la cuvette asséchée de cet ancien lac n'était qu'à quelques jours de marche. On dirait que c'est bien ici. Avec ces pelles et ces paniers, nous avons l'intention de rapporter suffisamment de natron pour momifier un homme adulte. Ah, c'est surprenant comme c'est dur. Oui. C'est la même matière, mais seulement ce n'est plus blanc. C'est blanc à l'intérieur. C'est dur à casser? C'est difficile, oui. Imaginez de réduire ça en poudre. Oui. C'est intéressant de voir comme mes mains sont devenues blanches. C'est de les avoir mises dans l'eau. Je le sens, ça me fait mal en fait. Ça me sèche la peau comme on sèche une momie, j'imagine. Oui, vous êtes en train d'être momifié. Impressionnant. Prise rapide. Bon, on en ramasse? Il faut combien de natron pour embaumer un mort? Quelqu'un comme vous? Oui, 85 kilos. Sans doute 100 kilos de natron. Ah bon? Oui, enfin, si on veut faire du bon travail. Il en faut donc plus que le poids du corps. Afin de complètement dessécher le corps avant la momification, on enrobait le cadavre de cristaux de natron pendant environ 40 jours. Ensuite, on retirait les organes qui étaient remplacés par de l'argile et de la myrrhe. Seul le cœur restait en place. Le cadavre était ensuite entortillé dans des bandes de lin, imprégnées d'huile et enseveli. L'opération complète prenait environ 70 jours. Le natron était l'élément essentiel dans la préservation des corps pour l'éternité. Il me faut quoi, 6 paniers encore? Oui, à peu près. Bon? Ça donne une idée de l'ampleur de la tâche. Salima estime que 7 paniers de natron brut seraient nécessaires à la momification d'un homme adulte. Une fois réduit en poudre, le natron ressemble à du sel de table. Du pur natron. Ah. Et de 7. Et voilà. Grosso modo, il y en a à peu près 100 kilos. Oui, c'est pour vous et votre au-delà. Bon, je saurai où en chercher si j'en ai besoin.
Salima m'explique que les hommes ont récolté du natron ici pendant des milliers d'années, sous un soleil sans merci. À mesure que la momification des corps devenait la norme, la demande de natron n'a cessé d'augmenter. L'extraction du minerai devint l'industrie la plus prospère de la région. Je vais aller découvrir maintenant les premières momies traitées au natron. Nous quittons Wadi al-Natroun et repartons vers le sud-est, à 100 km de là, pour rejoindre l'ancienne nécropole, Saqqara. À l'arrivée, Salima me promet une petite surprise. La première chose qu'on va faire, c'est d'aller voir la plus vieille momie trouvée ici, il y a 5000 ans. Oui, super. Comme cette momie est la plus ancienne jamais trouvée en Égypte, Salima doit obtenir une autorisation spéciale pour que nous puissions la voir. Je vous abandonne une seconde, je vais leur parler. La plupart des gens ne peuvent pas entrer ici, mais Salima vient juste de... Oui, elle vient d'obtenir qu'on puisse entrer et regarder. Venez, Josh. Voici les inspecteurs. Bonjour. Et voici la plus vieille momie qu'on a à Saqqara. Et ça tient dans un carton. En fait, c'est parce que la méthode de momification n'était pas très bonne à l'époque. Vous voyez? Il reste les os, mais rien d'autre. Mais ces précieux ossements remontent à 2900 ans avant notre ère. D'après Salima, le corps fut enseveli à l'époque de la première dynastie. Vu l'état de la momie, il est clair que les techniques primitives ne permettaient pas de préserver très longtemps le corps. C'est pas concluant. Ça ne fonctionne pas, mais on peut vous montrer une momie qui ressemble beaucoup plus à une momie. Nous nous approchons d'un sarcophage qui contient une momie ensevelie au 5e siècle avant notre ère, donc environ 2400 ans après la première momie de Saqqara. Salima me montre à quel point les techniques funéraires avaient considérablement progressé. Et vous pouvez le voir. Ouais. Vous voyez que c'est totalement différent. Ils enveloppaient complètement le corps. Le corps était entièrement recouvert de bandages. Oui, on dirait l'homme invisible. On ne voit rien. Oui, on dirait l'homme invisible. Mais pas en noir. Oh, ça, ce sont les huiles et les résines qui ont été répandues pendant le rite funéraire. Donc là, on voit, j'imagine, une technique bien supérieure. Oui. À cette période, ils retiraient les organes internes et aussi le cerveau. Donc, il n'y a plus rien à l'intérieur qui pourrait exploser. Et ensuite, ils desséchaient le corps avec du natron. Ainsi, petit à petit, les embaumeurs améliorèrent leur technique. Ils utilisèrent des huiles pour assouplir la peau et se mirent à soigneusement enrouler le corps dans des bandes de coton. Ce sont les momies que nous connaissons aujourd'hui. Mais pourquoi les anciens Égyptiens accordaient-ils tant d'importance à la préservation des corps? À Gizeh, je vais pénétrer dans la plus fameuse tombe jamais construite et découvrir l'extraordinaire bateau utilisé par le pharaon pour rejoindre l'au-delà. J'essaie de comprendre quelle idée de l'au-delà se faisaient les Égyptiens. J'ai vu la plus ancienne momie d'Égypte et j'ai observé l'évolution des techniques de momification. En pénétrant dans les tombes profondément enfouies de la vallée des rois, j'ai compris les croyances religieuses des anciens Égyptiens. Mais avant que les pharaons ne soient ensevelis, ils bâtissaient de gigantesques mausolées pour faciliter leur passage dans l'autre monde. Et là où c'est le plus évident, c'est la grande pyramide de Gizeh. La grande pyramide n'est rien d'autre qu'une gigantesque tombe bâtie pour le pharaon Khéops. Khéops a régné pendant la 4e dynastie lors de la période appelée l'Ancien Empire, 2500 ans avant notre ère. J'ai eu le privilège de pénétrer à l'intérieur de la grande pyramide et j'ai pu me rendre compte de l'extraordinaire complexité de sa réalisation. Mais je n'ai jamais compris pourquoi la momie de Khéops exigeait une pyramide. Pourquoi ne pas se contenter d'un tombeau souterrain, comme ceux qui furent creusés dans la vallée des rois pour les pharaons du Nouvel Empire, et dont l'emplacement était gardé secret afin de décourager les pilleurs de tombes? Betsy Bryan, professeure à l'université Johns Hopkins, a peut-être la réponse.
Elle a consacré toute sa carrière à étudier les croyances religieuses des anciens Égyptiens. Alors Betsy, je comprends la façon dont les croyances du Nouvel Empire étaient liées au monde souterrain. Les tombeaux se trouvaient littéralement sous terre. Mais celui-ci, de toute évidence, ne l'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Sous l'Ancien Empire, pendant la 4e dynastie, les Égyptiens croyaient qu'après sa mort, le pharaon montait réellement au ciel. Il allait s'unir au dieu soleil et il lui fallait donc un moyen de grimper là-haut. Le mot pyramide en égyptien est bâti sur le verbe monter, grimper. Littéralement, ça veut dire la chose qui monte. La structure même servait un objectif précis. C'est exact. Elle sert d'échelle vers le ciel pour le pharaon. Est-ce que ça veut dire que son corps fait physiquement le voyage? Il ressuscite en chair et en os, ou bien c'est un voyage spirituel? C'est une résurrection physique parce qu'on lui a dit qu'il aura besoin de son corps. Et si le corps n'a pas été préservé, il ne peut pas entreprendre le voyage? C'est exactement ça. Et les techniques de momification qu'on a très soigneusement développées pendant l'Ancien Empire sont là pour préserver ce corps. Non seulement les pharaons avaient besoin de leur corps dans l'au-delà, mais ils avaient aussi besoin d'un véhicule pour se déplacer. Est-ce qu'il y avait des objets placés près du roi pour l'aider dans son voyage? Oui, tout à fait. Il y avait tout un tas d'objets placés près de lui. Il y avait même son moyen de transport placé auprès de lui. C'était un bateau. Aussi extraordinaire que cela paraisse, les archéologues ont exhumé 4 bateaux énormes, enterrés dans le sable près des pyramides. L'un d'entre eux est exposé dans ce bâtiment. On l'appelle une barque solaire. C'est pas une plaisanterie, c'est vraiment un bateau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé de la boue sur les rames, ce qui prouve que le bateau a été utilisé. Il a été utilisé pour amener la dépouille du roi ici jusqu'à la pyramide. Et le roi, en tant que dieu solaire, était capable de manœuvrer ce bateau tout seul ou bien il avait du personnel? Parce que ces rames ont plutôt l'air énormes. Il avait certainement la possibilité de faire appel à une aide magique. Ça pouvait prendre la forme des figurines de serviteurs qui étaient disposées dans les tombeaux de l'Ancien Empire. Tout ce qu'il avait à faire dans l'au-delà, c'était de prononcer la formule magique et il devenait aussitôt disponible pour effectuer les corvées. Donc il y a des puissances surnaturelles qui font marcher le bateau? Il y a toujours une intervention surnaturelle dans la façon dont les Égyptiens se racontent la vie de l'au-delà. Est-ce que le roi était la seule personne qui méritait ce voyage? Est-ce qu'un roturier pouvait être enterré avec un bateau de façon à pouvoir faire le voyage? Eh bien oui, un peu plus tard, on assistera à une véritable démocratisation de cette notion de vie après la mort. Tous ceux qui en avaient les moyens faisaient déposer une sorte de maquette de bateau dans leur tombe, en espérant être capables de voyager comme le dieu du soleil et avec le dieu du soleil. J'ai vu comment un pharaon de l'Ancien Empire passait dans l'au-delà. Mais après les remarques de Betsy, je me demande en quoi ces rites étaient différents pour les gens du peuple. Pour connaître la réponse, je retourne à Saqqara voir le tombeau remarquablement préservé d'un homme appelé Néfer. Néfer était le superviseur des artisans à l'époque de la 5e dynastie. C'était une position sociale élevée pendant l'Ancien Empire. À cette époque, les riches citoyens commencèrent à pouvoir accéder aux rites réservés autrefois aux souverains. Ils dépensèrent des fortunes pour être momifiés comme les pharaons. Je retrouve le professeur Salima Ikram et elle me propose de me montrer le tombeau de Néfer. Sa sépulture devrait nous donner une bonne indication sur les croyances des hommes comme Néfer.
C'est vraiment génial. Et Néfer lui-même est fantastique. C'est une momie tout à fait extraordinaire. L'intérieur du tombeau est magnifiquement décoré, mais comme va me le faire remarquer Salima, avec des symboles religieux différents de ceux que j'ai vus dans la tombe de Ramsès VI dans la vallée des rois. C'est la décoration de la chapelle de la tombe et ça montre son idéal de vie après la mort. Donc tout ce qu'il désirait avoir au moment de sa mort est représenté ici. Comme ses plats préférés, on a de la viande, du poulet, on a des danseuses, on voit des scènes de chasse, de pêche, il y a plein de choses. C'est une barque solaire? Non, seuls les rois avaient des barques solaires. Les gens moins importants n'allaient pas se retrouver avec le dieu du soleil. Mais l'idée est la même. Néfer avait une plus petite barque qui emporta sa dépouille en aval du fleuve. Le sarcophage était sur le pont et le corps de Néfer fut transporté à Abydos. Abydos était consacré à Osiris et c'était la porte d'entrée des enfers. C'est la fin du voyage? Où est Néfer maintenant? C'est ça qui est vraiment génial, parce que pour Néfer, ça s'est terminé ici. Néfer est enterré là en dessous, dans la crypte. Ah oui? Vraiment? Oui. On peut y descendre? Oui, tout à fait. Pour approcher de la momie de Néfer, il faut littéralement descendre dans le royaume des morts. Nous empruntons une échelle étroite pour nous retrouver face à face avec une momie vieille de 4500 ans. Voilà Néfer. Oui? Maintenant, regardez-le. On dirait qu'il est nu. On peut tout voir. Oui. Mais en fait, c'est du lin. C'est du tissu qui enveloppe son corps et qui s'y est collé. Ils mettaient du tissu et du plâtre sur le corps et ça ressemble à Néfer. Mais en fait, c'est comme s'ils avaient transformé le corps en statue ou en sculpture. C'est comme un plâtre complet. Tout à fait. C'est clair, la momification a fait beaucoup de progrès. Oui. Et ça continue d'évoluer? Oh oui, tout à fait. Et est-ce que les croyances religieuses associées à la momification ont changé aussi? Pour les gens du peuple, il y a toujours la croyance qu'après la mort, on part vivre dans un au-delà parfait. Et bien entendu, les rois ont un style de vie après la mort légèrement différent, puisqu'ils retrouvent les dieux. Mais comme nous le montre Néfer dans sa tombe, tout le monde part vivre dans une Égypte plus parfaite. Après l'époque de Néfer, les croyances religieuses des Égyptiens ont continué à évoluer. Les pratiques religieuses et les rituels sont devenus plus élaborés. Mais la préservation des corps est restée la clé de la vie après la mort. Dans un instant, je vais descendre dans une sépulture qui abrite des millions de momies miniatures. Puis je m'enfoncerai dans le désert occidental, le pays des morts pour les Égyptiens. J'enquête sur les mystères de la vie après la mort tels que la concevaient les Égyptiens. Je suis descendu dans les magnifiques tombeaux construits par les pharaons pour permettre leur passage dans l'au-delà. J'ai appris quel genre de vie les gens du peuple s'attendaient à connaître après la mort. La momification des corps était le passeport indispensable au passage dans l'autre monde pour les pharaons comme pour leurs sujets. Mais pour les premiers Égyptiens, la momification n'était pas réservée aux humains. D'après elle, c'est le meilleur exemple de l'importance capitale attribuée à l'au-delà il y a 2500 ans. L'escalier qui mène à la sépulture n'est certes pas facile, mais c'est le moindre de nos soucis. La porte est littéralement ensevelie sous le sable. Il va falloir la dégager pour pénétrer dans le tombeau. Heureusement qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Une fois la porte dégagée et le cadenas ouvert, il ne reste plus qu'une chose à faire. Tirer le verrou et entrer. Josh, il va falloir que vous l'ouvriez. Génial. Attendez. Attention à la tête.
Nous sommes à l'intérieur d'une sépulture qui date de la fin de la période pharaonique du VIe siècle avant notre ère. À cette époque, les rites funéraires centrés autour de la momification étaient au cœur des croyances des Égyptiens depuis plus de 2500 ans. Et ça se voit. Les pièces sont immenses et les galeries souterraines qui les relient semblent s'étaler à l'infini. Ces galeries sont interminables. Oui, elles sont vraiment impressionnantes. Elles mesurent plus de 6 km et on pense qu'il y a sans doute plus de 15 000 petites chambres funéraires. Et encore une, et encore une. Mais c'est celle-ci que je voulais vous montrer. Oh, il y a des inscriptions. Tenez, prenez cette lampe. Merci. Cela va vous dire à qui c'est consacré, parce que c'est écrit là, Apis, fils d'Osiris. Apis était à la fois le nom d'un dieu et celui d'un animal qui vivait réellement, un taureau dont on croyait qu'il était l'incarnation vivante de ce dieu. Donc ceci est pour le taureau d'Apis. Tous les sarcophages ici sont consacrés au taureau d'Apis. C'était une offrande au dieu. Non, ceci est le dieu. C'est ici que les taureaux d'Apis étaient enterrés, dans la plus grande pompe. C'est le plus grand sarcophage que j'ai jamais vu. Il y a des chances. Apis était l'animal le plus sacré de la mythologie égyptienne. On pense que c'est Ramsès II qui, le premier, a fait enterrer des taureaux sacrés dans cette nécropole au XIIIe siècle avant notre ère. Le rituel a perduré jusqu'à l'époque de Cléopâtre. Et à la fin du Nouvel Empire, les enterrements d'animaux tenaient une place primordiale dans l'au-delà égyptien. C'est la preuve d'une continuité Oui, et d'une évolution dans les croyances sur l'autre monde. oui, tout à fait. Parce que c'était des dieux éternels. Aujourd'hui, tous les sarcophages des taureaux d'Apis sont vides. Mais Salima veut me montrer autre chose. Siècle après siècle, la momification des animaux évolua et elle finit par atteindre des proportions inimaginables. Regardez ça. Oui, c'est un petit sarcophage. Tout petit. Oui, il est tout petit, mais il est parfaitement adapté à ce qu'il devait contenir. Qu'est-ce qui tiendrait là-dedans? Il pourrait y avoir des tas et des tas d'oiseaux ici, parce que ces catacombes contiennent des milliers et des milliers de momies d'oiseaux. C'est ce qu'il y a dans ces pots? Oui, vous voyez derrière ces murs toutes ces jarres empilées, et ce n'est qu'une toute petite partie de ce qu'abritent ces galeries souterraines. En fait, il y a des millions de minuscules momies ensevelies dans ces immenses catacombes. Tout un cimetière d'animaux. On trouve ici des momies de faucons, d'éperviers, de chats, de singes, de babouins même, tous enfermés pour l'éternité dans des pots de terre éparpillés dans des galeries souterraines. Oh, regardez! Oh oui, il est très joli celui-là. Je crois que c'est un faucon. Oui. C'était des offrandes ou des animaux domestiques? Non, ceux-là, c'est des offrandes. Ce qui se passait, c'est que les gens venaient, ils voulaient demander quelque chose au Dieu, alors ils allaient voir les prêtres, ils disaient « Je voudrais ça et ça, et je voudrais dédier une offrande, comme ça le Dieu m'exaucera. » Les Égyptiens croyaient que ces animaux devenaient aux yeux des dieux des sortes d'offrandes spirituelles, des gages de la bonne volonté des vivants avant leur propre mort. Ce qui est très touchant, c'est que pendant la vie du donateur, cet animal allait directement voir le Dieu, pouvait communiquer avec lui, mais une fois que la personne était morte, elle conservait cette intimité avec le Dieu et se garantissait ainsi une meilleure vie après la mort. C'est une offrande éternelle. Oui, celui-ci n'est pas aussi beau. Ça n'a pas l'air d'un animal. En fait, tant qu'on ne l'a pas passé au rayon X, on ne peut pas savoir. Mais ce qu'ils faisaient souvent, s'ils n'avaient pas assez de véritables faucons ou d'éperviers, ils en prélevaient un fragment ou une plume et ils l'enveloppaient. Les Égyptiens croyaient que si vous dites ceci est telle ou telle chose, alors l'objet devient vraiment cette chose. C'est une sorte de réalité magique. Et ce phénomène de momification généralisée des animaux, c'est propre à la période tardive?
Oui, absolument. C'est un phénomène massif qui va de la période tardive jusqu'au VIe siècle avant notre ère. Je pense que les idées religieuses changèrent un peu. Les gens croyaient qu'ils pouvaient avoir une relation plus proche avec les dieux, plus directe, et donc ils envoyaient un messager au dieu, ils lui offraient l'animal qui était associé à ce dieu, et ainsi ils pouvaient communiquer directement avec le dieu sans tous ces intermédiaires. Une fois de plus, on assiste à une sorte de démocratisation de l'accès au monde divin. Tout à fait. Sur une période de 3000 ans, la pratique de la momification, réservée dans un premier temps à la royauté, finit par se répandre dans la société, au point de devenir presque banale. Et puis, vers la fin de la période pharaonique, les croyances religieuses des Égyptiens connurent un nouveau bouleversement. Pour comprendre ce qui s'est passé, je vais retrouver mon ami, le professeur Zahi Hawass. Cette fois, ce sera dans la vallée des momies dorées, à Baharia. La vallée se trouve à 250 km du Caire, dans le désert occidental, plus connu sous le nom de Pays des Morts. Il y a un petit problème avant que j'y arrive. C'est la fin de la route. Littéralement. Entre ici et la vallée des momies dorées, il n'y a pas de route. Et certainement pas de panneau indicateur. Mais comme les anciens Égyptiens, je vais demander au ciel de m'aider. Peut-être pas aux dieux, mais aux satellites. Et d'après mon GPS, pour arriver là-bas, il faudra que je traverse plus de 250 km de désert en allant par là. On devrait s'amuser. Durant des milliers d'années, le Nil a marqué la frontière entre la vie et la mort. À l'est du fleuve, les rives fertiles étaient considérées comme le pays des vivants. À l'ouest, les sables brûlants du désert accueillaient les morts depuis la nuit des temps. Le désert occidental égyptien a l'aspect désolé d'un paysage lunaire. Il est facile de comprendre pourquoi cette région a toujours été associée à la mort. Les températures atteignent souvent les 50 degrés et mon expédition n'est pas sans danger. Si vous décidez un jour de vous aventurer hors piste, n'y allez pas seul. Quand on conduit dans le désert, il ne faut surtout pas rester enlisé. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière vous qui puisse vous aider au cas où vous seriez coincé. Attention, ça va secouer. L'endroit est magnifique, mais la moindre erreur de navigation entraînerait des conséquences dramatiques. Alors rappelez-vous, ne vous lancez jamais seul dans ce genre d'expédition. Mais ceci dit, le paysage est grandiose. C'est pas génial ? On descend. Je vais vous montrer quelque chose. Venez. Bienvenue dans le désert occidental. Pays du soleil, du sable et de pas grand-chose d'autre. Regardez. Seuls les explorateurs intrépides osent fouler cette terre. Et encore aujourd'hui, c'est en voiture. Mais pour les premiers Égyptiens, c'était le pays des morts où seuls les chacals rôdaient. Et comme le soleil va bientôt se coucher, il vaudrait mieux que j'y aille. On est presque à Baharia. Zahi Hawass nous a précédés afin de préparer notre séjour dans l'oasis de Baharia. Ici, en 1996, Zahi a fait l'une des plus importantes découvertes de l'archéologie égyptienne. Il a trouvé des milliers de momies dorées. Les vestiges de Baharia datent du IIIe siècle avant notre ère. Jusqu'à la découverte de Zahi, la vallée avait peu attiré l'attention des archéologues.
Cet endroit, c'était juste du sable et du désert. On n'en avait jamais entendu parler. On ne se doutait pas qu'on pouvait faire une découverte ici. Ce site pourrait contenir environ 10 000 momies. La plupart sont couvertes d'or. Ici, 10 000. Partout où je regarde, il y a du sable. Non, non, tout ça, c'est des tombes. Tout ça, là, c'est rempli de tombes. 10 000 momies. 10 000 momies. Il y a énormément de momies ici. Et c'est parce qu'autrefois, la région produisait beaucoup de vin. C'était les côtes du Rhône de l'ancienne Égypte. Le vin apporta la richesse aux habitants de Baharia. Pour Zahi, les preuves de cette réussite se trouvent dans les tombes étincelantes éparpillées sous la ville. Dans un instant, je vais m'enfoncer dans un labyrinthe souterrain pour découvrir une incroyable collection de momies dorées. Ensuite, je vais apprendre comment les croyances religieuses 3 fois millénaires des Égyptiens finirent par disparaître dans la confusion et la violence. J'enquête sur les mystères de la vie après la mort tels que la concevaient les Égyptiens. C'est le monde des dieux, des sarcophages et des momies. J'ai vu les magnifiques tombeaux qui abritaient les momies des premiers pharaons, mais aussi celles des nobles et des animaux. Je viens d'arriver à l'oasis de Baharia, dans le désert occidental, et j'y retrouve mon ami le professeur Zahi Hawass. Zahi a découvert ici une quantité inouïe de tombes, qui contiennent sans doute plus de 10 000 momies. Au IIIe siècle avant notre ère, Baharia était une ville peuplée de riches négociants en vin. Ils dépensèrent des fortunes pour faire creuser des tombes somptueuses sous la ville. Partout ici, nous marchons sur des tombes. Oui, des maisons ont été construites par-dessus ces tombes. Le site a été découvert par hasard en 1996, quand un âne est passé à travers le toit d'une chambre funéraire creusée dans le sol. Tout ça, ce sont des tombes. Oui. Je m'élance derrière Zahi dans un labyrinthe de galeries qui relie les caveaux richement décorés. Chaque pièce comporte des fresques qui décrivent le voyage dans l'au-delà et les dieux qui le peuplent. Regarde-moi ces scènes magnifiques. Qui est ce dieu, Josh? Anubis? Très bien. Selon la mythologie égyptienne, Anubis était le gardien des enfers. Ici, le défunt paie un tribut à Anubis afin d'accéder à l'éternité. Est-ce que les gens préparaient leur tombe de leur vivant, comme le faisaient les pharaons? Bien sûr, ils faisaient pareil. Donc ils amenaient des ouvriers? Ils amenaient des ouvriers, ils faisaient le travail, ils fabriquaient le sarcophage, ils faisaient tout. Il fallait préparer sa tombe. Tu me suis? Oui. Au IIIe siècle de notre ère, cela faisait déjà 3 millénaires que les Égyptiens momifiaient leurs morts et leur construisaient des tombes. Les rites funéraires complexes s'étaient répandus jusque dans le peuple. Désormais, ils n'étaient plus réservés aux pharaons ou à l'aristocratie. La momification devint une véritable industrie. Vers la fin de la période pharaonique, quiconque avait assez d'argent pouvait se faire momifier et enterrer dans une tombe digne d'un roi. Encore un sarcophage? D'après Zahi, ces quelques tombeaux que nous venons de voir ne sont qu'une infime partie de ce que recèle le désert occidental. Il veut m'emmener voir les momies dorées. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Étroit, hein? Si vous restez coincé, vous vous débrouillez. C'est pas si dur. Quand je me relève, le faisceau de ma lampe de poche accroche des reflets dorés. Le caveau est rempli de momies. Et pourtant, ce n'est là qu'une infime fraction de la nécropole enfouie dans les sables du désert. Sur chaque sarcophage, des fresques décrivent la vie après la mort. Regarde ça. Le visage couvert d'or. Et regarde, ils ont déplacé les seins de la femme.
Ils les ont placés un peu trop loin. Oui, ils sont un peu bas. Et il y a ces représentations ici. Les 4 cobras et les 4 enfants du dieu Horus. Ici, on voit vraiment ce qu'ils s'attendaient à rencontrer dans l'au-delà. Zaïm explique qu'il n'y a pas que des Égyptiens momifiés ici. Cette oasis était un centre commercial important, un carrefour au milieu du désert où se croisaient de nombreux étrangers, des Grecs et des Romains. Certains se sont installés ici et adoptèrent les coutumes et les croyances égyptiennes. On a trouvé aussi beaucoup de statues d'Aphrodite, la déesse de l'amour chez les Grecs. En apprenant la présence de dieux grecs dans cette nécropole égyptienne, je décide de demander à Zaï comment les influences culturelles extérieures ont affecté les pratiques religieuses égyptiennes, et surtout si leur conception de la vie après la mort en a été changée. Les dieux existaient toujours, et à partir de cette époque, ils ont commencé à mélanger les dieux grecs et les dieux égyptiens. Quand on regarde les momies, le style est égyptien. Observe les représentations sur les momies. Ils ont essayé d'adopter, de prendre certaines choses chez les Grecs. Mais la plus grande influence, c'est les anciens Égyptiens. Ces tombes sont certes égyptiennes, mais les influences extérieures sont indéniables. De cette époque date le déclin irréversible des anciennes croyances religieuses des Égyptiens. Pour découvrir ce qui provoqua la disparition de ces croyances, Zaïm m'emmène à Assouan, dans le sud du pays. Il veut me montrer l'endroit précis où, après 3500 ans de domination, la civilisation égyptienne toucha à sa fin. J'approche de la fin de mon enquête sur les croyances des Égyptiens. Une fois de plus, les sables du désert occidental se trouvent à l'ouest, car je suis revenu dans la vallée fertile du Nil. C'est ici que l'antique religion égyptienne s'est finalement éteinte. Nous nous rendons en bateau jusqu'au magnifique temple de Philae. Ce site sacré a connu une histoire tumultueuse, et pas seulement dans l'Antiquité. Il y a à peine 30 ans, le temple était menacé par la montée des eaux du lac Nasser. Il y a eu une période pendant laquelle c'était submergé ici. Oui. Il a fallu construire une digue autour. Oui. Et assécher. Vider l'eau, découper le temple en morceaux, numéroter chaque pierre, et on a commencé à transférer tous les blocs et à reconstruire le temple sur cette île ici. C'est la même orientation? Tout pareil. La construction du temple de Philae s'est étalée sur 3 siècles. Commencé sous la dynastie des Ptolémées au IIIe siècle avant notre ère, il fut achevé pendant la domination romaine vers l'an 50. Son nom peut signifier « endroit reculé » ou « fin ». C'est tardif, c'est la période romaine. Oui. Il y a des choses ici qui remontent au 5e siècle? Oui. Zaïm apprend que le temple principal était consacré à la déesse Isis. Regarde. Elle est à ta gauche et elle est à ta droite. Quel magnifique personnage. Isis était un personnage clé de l'au-delà égyptien. C'était la femme d'Osiris. Elle était la reine des cieux. Selon la mythologie antique, Isis pouvait accorder l'immortalité. Mais les vieilles croyances en l'éternité des Égyptiens tombèrent peu à peu en désuétude. Nous nous dirigeons vers l'arrière du temple, où cette décadence est littéralement gravée dans la pierre. Voici un endroit extrêmement important. C'est ici qu'on peut voir le dernier exemple d'écriture hiéroglyphique. Sur ce mur? Plus rien ne sera jamais écrit après. C'est vrai. Tu sais, notre aventure avec les pharaons, les temples, les tombes et puis ces monuments grandioses qui montrent la gloire des pharaons. Eh bien, c'est ici que ça finit, dans cet endroit. Vers la fin de la domination de Rome sur l'Égypte, autour de l'an 550, l'empereur Justinien décréta que le christianisme serait désormais la seule religion autorisée.
Les vieilles croyances étaient interdites et devaient être dénoncées. Alors pendant 3500 ans, l'Égypte a vécu sous l'influence spirituelle des pharaons, et puis tout d'un coup, plus rien. Tu vois cette inscription ici? Observe-la. Ce ne sont plus des signes hiéroglyphiques corrects. Les déterminants sont faux. Tout ce qui est écrit est complètement incorrect. Le dernier prêtre du dernier temple en activité en Égypte grava des hiéroglyphes si grossiers que personne n'a pu les déchiffrer complètement. D'abord, ce fut l'écriture hiéroglyphique qui disparut. Mais peu de temps après, le langage égyptien lui-même devint une langue morte. Les momifications qu'on connaît, les représentations splendides, les pharaons, c'est la fin de cette histoire. Regarde ça, les visages ont disparu, les gravures. C'est là que les chrétiens ont commencé à démolir les images. En commençant sur les rivages de la Méditerranée à Alexandrie, les chrétiens démolirent un par un les anciens temples des Égyptiens qui furent peu à peu abandonnés. Les anciennes croyances disparurent lentement, mais définitivement. On peut affirmer qu'à partir du milieu du VIe siècle, l'ancienne religion égyptienne ne fut plus pratiquée. Ces prêtres avaient été bannis ou exécutés, et les murs de ces temples défigurés. Ils ont tout effacé. À partir de là, c'est le christianisme. Et après ça, après les chrétiens, l'islam est arrivé. Et maintenant, il y a des Égyptiens, musulmans et chrétiens. Mais ils sont encore tous très fiers des pharaons. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive à l'esprit des pharaons? Ils ont été parfaitement préservés, leurs corps sont intacts. Leur esprit va survivre parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour ça. Ils ont construit des tombeaux afin que leurs âmes puissent voyager vers l'autre monde. Ils ont conservé leur corps en les momifiant et ils ont vécu en sécurité dans l'au-delà. La magie de ces gens continuera pour toujours. La plus longue civilisation que le monde ait connue est née et s'est éteinte ici, au bord du Nil. Mais les anciennes croyances de ce peuple résonnent encore de nos jours. Sous la mince croûte de roches et de sable de l'Égypte, dans des tombeaux encore inviolés, reposent des millions de momies, de reines et de rois, de taureaux et de faucons. Pendant 3500 ans, les Égyptiens ont caché leurs morts dans des pyramides, des temples et des tombes. Et leurs secrets commencent à peine à se dévoiler.